Bon, merci. Donc, c'est plutôt en historienne que j'interviens ici, puisque c'est des sujets de réflexion que j'aborde sur la longue durée, avec aussi les sciences sociales, des religions et des laïcités qui inspirent, disons, beaucoup ma problématique et ma méthodologie. Mais ce que je vous livre, c'est plutôt une réflexion autour déjà de ces trois termes. Puisque, en fait, ces trois termes qui sont souvent agités, donc laïcité, féminisme, mixité, dans le débat public, et en fait, souvent, ce qu'on manque, je vais prendre ça parce que ça tient pas, c'est plutôt la complexité de cette relation entre ces trois termes. Donc, c'est l'angle que j'ai eu envie de développer ici, pour vous montrer que ces liens sont pas simples et qu'on ne peut nullement se retrouver dans la polarisation des positions provoquées par les polémiques autour du foulard islamique. Donc on ne pourra pas affirmer que féminisme et mixité doivent tout à la laïcité, mais on ne pourra pas non plus adhérer à une analyse qui, au contraire, dissocie ces champs comme s'ils n'avaient aucun lien. Parce que dans le débat, si vous voulez, et pour des raisons qui sont tout à fait logiques et intéressantes par ailleurs, mais qui en venaient à des conclusions historiques, notamment sur la laïcité, pour essayer d'aller contre des utilisations idéologiques qu'il faut effectivement déconstruire. Mais du coup, on en venait à la conclusion que c'était un phénomène tout à fait exogène à la laïcité, qu'il n'y avait pas du tout de lien entre féminisme ou égalité des sexes et mixité et laïcité. Et donc, c'était difficile pour moi qui travaille là-dessus depuis des années, parce que je n'étais dans aucun des clivages, en tout cas intellectuels, et que moi je travaillais au contraire sur ces liens depuis la Révolution française, donc c'était difficile de dire qu'il n'y avait pas de lien. Donc voilà. Donc c'est un peu c'est là-dessus. Donc je voudrais vous donner préciser quelques données sur cette équation à trois volets dans la perspective de longue durée, puisque depuis la Révolution française, en fait, ces trois termes qui n'existaient pas encore et qui sont apparus au cours du XIXe siècle, mais dont on peut repérer l'amorce de ce qu'ils recouvrent, ces trois phénomènes, ces trois pôles, ces trois sont, si vous voulez, sont déjà en germe et ont déjà des liens au moment de l'apparition de la Révolution française, et en tout cas un creuset commun autour de cette révolution. Donc la pensée féministe, celle de l'égalité des sexes, des droits et de la liberté des femmes, là où il y a aussi une complexité, c'est que dès l'apparition ou dès l'émergence de cette pensée, il y a une opposition autant à des courants dominants de la philosophie politique universaliste qu'à la pensée catholique de l'époque dominante. Donc il y a tout de suite déjà une opposition qui va être à deux termes, sinon plus, mais déjà à deux gros pôles. C'est-à-dire qu'on aura toujours une opposition politique, une opposition par rapport à du politique et une opposition par rapport à du religieux. Et par ailleurs, j'y reviendrai, dans l'histoire des mouvements sociaux, dans l'histoire de ces mobilisations, c'est toujours du politique au religieux. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus des pôles aussi clair que quand on fait l'histoire de la pensée. Quant à la laïcité, comment est-ce qu'on peut s'y intéresser, ou comment est-ce qu'on s'y intéresse d'un point de vue des sciences sociales? En tout cas, de mon point de vue, qui n'est pas celui d'une juriste ni d'une philosophe, ce qui m'intéresse, c'est le processus de laïcisation, c'est-à-dire ce qui est si vous voulez, pris dans ce processus d'émergence d'un espace public, d'un espace de société civile qui va s'arracher à la domination de l'Église catholique. Donc ce processus, ça a été très bien montré par les historiens de la laïcité, s'amorce, on parle de premier seuil de laïcisation sous la Révolution française, c'est très clair, autour de l'histoire de cet arrachement, si vous voulez, à l'emprise de l'Église catholique.
Et donc, et la mixité va émerger, ou du moins l'idée, j'y reviendrai, de mixité, va émerger autour des propositions féministes de créer cet espace justement commun, arraché à l'Église, cet espace commun, le rendre mixte, et donc j'y reviendrai. Donc en fait, il va s'agir d'essayer de saisir des interactions, des co-constructions, je crois que c'est un mot important, parce que ça évite justement de polariser, ça explique aussi pourquoi on ne peut pas vraiment polariser, et on aura plusieurs référents politiques, religieux et sociaux, et donc j'ai plutôt une démarche de faire l'histoire sociale de ces processus, et donc sociaux dans le sens évidemment des rapports de genre, quelles sont les possibilités de mobilisation des femmes, avec quelles revendications et sous quelle forme, mais aussi l'histoire des mouvements sociaux. Autre complexité, pour bien vous embrouiller l'esprit, c'est que les féminismes, comme les acteurs de ce processus de la laïcisation, ils sont aussi divisés en différents courants, plus ou moins progressistes, peut-on dire. Alors après, il y a toutes sortes de débats sur les mots. On n'ose plus dire radical aujourd'hui parce que c'est un peu entendu, compliqué, mais ou conservateur. Et ces deux pôles, si on veut typologisé, ce sera aussi du point de vue du genre, mais aussi du point de vue politique. C'est-à-dire qu'il y aura un spectre politique de ces différentes mobilisations et ces projets de laïcisation, ces projets féministes, ils vont s'exprimer sur des spectres politiques divers et sur des spectres, disons, du point de vue du genre, c'est-à-dire les conséquences ou quel projet on a de transformer les rapports de genre. Il y aura aussi une sorte de palette entre des courants plus ou moins progressistes et des courants plus conservateurs. Donc les féministes partagent, ou les féminismes au pluriel partagent nombre de présupposés individualistes et émancipateurs de la pensée laïcisatrice. Il y a vraiment un creuset commun inspiré des Lumières, mais leur proposition de rendre cette laïcisation égalitaire n'est guère entendue. Ça reste un phénomène très minoritaire dans le débat. En revanche, même minoritaire, ce sera toujours un aiguillon indispensable pour que cette laïcisation puisse étendre aux femmes la portée de ces nouvelles conceptions et permettre des transformations de la société, de l'éducation, de la citoyenneté qui incluraient les femmes. Donc un aiguillon indispensable qui est très souvent écarté de l'histoire de la laïcité. C'est-à-dire que là aussi, il y a un travail pour réintroduire ces interactions. C'est-à-dire que si laïcité et égalité des sexes ont néanmoins un lien, même si historiquement, c'est quand même toujours avec une mobilisation féministe, avec un rôle des féminismes très important, qui est très souvent écarté de cette histoire, soit qu'on ne se pose pas la question de ce projet ou de l'impact de ces projets sur les rapports de genre, soit qu'on oublie de dire qu'il s'agissait d'une mobilisation, d'un débat et d'un rapport de force. Autre complexité qui est, disons, qu'on retrouve au 19e et encore aujourd'hui, c'est que cette pensée féministe, elle peut aussi se conjuguer avec du religieux, quand apparaissent des courants religieux, et qu'à ce moment-là, là aussi, on va échapper à ces polarisations, parce que là, le processus de laïcisation et de sécularisation va paraître plus compliqué. Il dépasse l'opposition avec religion d'un côté, raison critique de l'autre. Et ça va être au contraire au profit d'un projet plus global d'émancipation qui suppose la démocratie, le pluralisme politique et religieux, parce que c'est toujours très important dans les dynamiques de pluralisme, aussi le pluralisme religieux. Et je crois que le thème dans la mixité renvoie aussi, on en a parlé à l'introduction, aux interdits de mixité religieuse. Un pluralisme philosophique qui va comprendre aussi la reconnaissance des non-croyants dans la lignée de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors, le questionnement, bien sûr, va changer de teneur une fois que la laïcité devient un cadre englobant, une fois qu'elle est inscrite dans la Constitution en 1946, exactement au même moment où
l'égalité des sexes est elle-même inscrite aussi dans la Constitution. Donc il y a aussi des affinités électives philosophiques, des affinités aussi chronologiques dans des acceptations ou des inscriptions formelles en tant que principe, et avec un même questionnement autour de aujourd'hui qui nous occupe en particulier sur les modalités d'application, de mise en œuvre de ces principes, qui renvoient à la question aussi du contenu même de ces principes et du questionnement de qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils peuvent signifier à différentes époques ou dans différentes situations. Et quant à la mixité, elle s'est développée sous l'effet conjugué donc des évolutions sociétales, évidemment des années 68, 1968, des mobilisations féministes, mais aussi, on l'a vu ce matin, par défaut. C'est-à-dire qu'il y a aussi une inertie, notamment dans le domaine scolaire, avec se réunir par classe d'âge, ce qui provoque du coup la mixité, sans que la mixité soit un projet précis. Égalité et mixité sont donc aujourd'hui reconnues comme des valeurs et comme des acquis. Et elles ont été un peu invisibilisées avant que les questions de foulard islamique réveillent ce questionnement avec toutes sortes de positionnements dans tous les milieux, aussi bien laïques que féministes, non sans une certaine instrumentalisation de ces principes pour essayer d'analyser ces conflits en termes de choc des civilisations. Donc on aura aussi instrumentalisation, notamment aujourd'hui par l'extrême droite, aussi bien d'ailleurs de la laïcité que de l'égalité des sexes, pour mieux stigmatiser l'islam et être dans l'idée de guerre des civilisations. Donc je voudrais aborder, après avoir précisé, si vous voulez, cette boîte à outils et ces complexités, je voudrais revenir sur quelques points. D'abord l'objectif de mixité, un objectif féministe, on l'a déjà évoqué plusieurs fois. Ensuite, le fait que ça s'accompagne de pratiques militantes qui, au contraire, peuvent être tout à fait non mixtes, donc un basculement entre mixité et non-mixité au sein de l'histoire des féminismes, et puis revenir à la fin sur les résistances à ces projets pour souligner les enjeux de genre et poser quelques questions qui résonnent évidemment beaucoup aujourd'hui. Donc, rappelez que la mixité est un objectif et qu'avant d'être un objet scientifique dans les études de genre, ça a été un point majeur de la revendication féministe et, comme je l'ai dit, avant même que le terme ne s'impose dans le vocabulaire. De quoi s'agit-il de cet objectif? Il s'agit d'avoir une conception des espaces communs de la cité avec un grand T, enfin, un grand C, et de la société. Donc c'est à la fois le politique, le social, le privé et le public, comme devant inclure femmes et hommes à égalité, donc une position contre la ségrégation des sexes et l'exclusion des femmes. Tous les courants féministes n'insistent pas sur les mêmes urgences, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément réclamer la mixité dans les mêmes endroits ou exactement au même moment, se donnent pas le même agenda de priorité politique. Là aussi, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir, si on voulait aller plus en détail, il y a toute une diversité de courants en fonction des priorités. Mais en revanche, il y a toujours un horizon d'attente qui est l'inclusion des femmes dans le monde commun, économique, social, politique, culturel. Dès les premières réflexions autour de l'égalité, qui va supposer la reconnaissance du principe d'égalité, son inscription dans la loi, et le partage des savoirs, des fonctions, des responsabilités, et l'accès à un statut d'individu, de citoyen d'égal. Donc c'est un projet qui va être décliné de façon plus ou moins radicale, mais c'est un projet qui de toute façon bouleverse en profondeur les rapports de genre, les rapports de pouvoir et de domination, les représentations et les subjectivités. Et il s'agit pour les femmes de ne plus être assignées systématiquement à la fonction spécifique d'épouse de mère et concevoir qu'il ne s'agit pas d'un destin naturel, mais aussi de ne plus être l'identification de la figure de l'autre dans un monde androcentré ou la figure du désir masculin ou de la sexualité, qu'elle soit honnie ou exaltée. Et je voudrais revenir peut-être en conclusion sur ce projet d'un espace qui serait neutre, ou de moins une poche de neutralisation
de ce que portait, de ce qu'on projetait comme fantasme sexuel sur les femmes. Donc ce principe, pour reprendre l'expression aussi qui a été ce matin de coexistence des sexes, ce principe ne donne pas la solution de comment l'appliquer. Donc suffit-il d'une personne de l'autre sexe pour que l'assemblée soit mixte? Mais cette question n'est pas abordée. C'est un objectif parce que l'objectif c'est l'accès à. Et il y a toute une mobilisation d'un féminisme libéral qui est de donner l'accès pour avoir la liberté de, sans forcément comment on va utiliser ces outils plus tard n'est pas forcément une question qu'on se pose. Et il n'est pas exclu non plus que des poches de non-mixité, dans l'idée des sociétés d'avenir qui sont imaginées, des poches de non-mixité peuvent tout à fait être conçues. C'est-à-dire que c'est l'accès à, et une fois que l'accès existe, ça ne veut pas dire que, par exemple, quand on imagine qu'il faut que les femmes rentrent dans l'Académie française, on peut imaginer, il y a certains groupes qui vont imaginer une Académie des femmes, c'est l'idée d'aller, donc déjà elles seront dans l'espace public de la reconnaissance du savoir, d'autres au contraire, c'est une Académie mixte. Et il y aura toujours aussi dans l'objectif d'une mixité, d'une société mixte, il peut y avoir des poches de non-mixité, soit qu'elles soient considérées comme un objectif en soi, soit qu'elles sont, comme on l'a vu ce matin, une stratégie pour mieux rendre l'espace qui est mixte. Donc elle va se décliner à différentes échelles et c'est important d'y revenir. Dans ces différents domaines, c'est un partage finalement des opportunités pour une égalité de droits et des libertés et non, faut-il le répéter, mais c'est suffisamment caractéristique, et non une prise de pouvoir par les femmes. C'est-à-dire que cette mixité, elle est bien dans l'idée utopique d'un partage. Il n'y a pas de mobilisation pour une prise. Après tout, on aurait pu imaginer pouvoir aux femmes pour rendre la société meilleure. Ça n'est pas exprimé, ce n'est pas l'objectif politique de cet idéal de mixité, contrairement à la façon dont c'est perçu, puisqu'on perçoit toujours la demande d'égalité comme impossible, donc c'est toujours perçu et caricaturé comme une demande de toute puissance féminine ou une demande de puissance féminine, et encore aujourd'hui, dans les poncifs antiféministes très, voilà, à fort succès ou à fort tirage, il y a toujours cette idée d'une féminisation castratrice de la société, donc finalement d'une impossible mixité. C'est-à-dire que c'est là où on peut, si vous voulez, mon objectif, c'est pourquoi j'insiste, c'est parce que il y a quelque chose de cet idéal de la mixité qui me semble urgent aujourd'hui de pouvoir aussi parler en essayant de montrer quels avaient été ces idéaux et ces objectifs. Mais tout de suite dire à quel point il a été déformé, incompris et qu'il a suscité des résistances très importantes. Alors, quelques exemples de revendications, on l'a déjà évoqué, dans l'éducation, sur la coéducation, avec cette utopie, Nicole l'a bien rappelé ce matin, des bienfaits sur les relations de genre qui ont été mis en avant, l'idée qu'on pouvait avoir des comportements qu'on peut modifier dans le politique, mais aussi dans le domaine religieux, et c'est principalement au XXe siècle que les féminismes religieux vont alors s'exprimer pour changer les mondes religieux eux-mêmes en y introduisant la mixité. Et le mot de mixité et le mot de lutter contre la ségrégation, le mot d'inclusion, le mot de discrimination est très très fréquent dans les propos des féminismes religieux à la fin du XXe siècle et encore aujourd'hui, pour rendre les fonctions mixtes, pour inclure les femmes dans les rites, pour relire les textes. Donc c'est toujours inclure les femmes et c'est aussi partager les fonctions. Donc, deuxième point sur les stratégies, simplement rappeler... Oui, c'est fini ou pas? Ou il reste 3 minutes? Non, disons 3 minutes. Voilà. Donc, simplement rappeler, je l'ai dit, que pour obtenir cet objectif, on était dans des stratégies qui, très souvent, ont été non mixtes, mais aussi mixtes. C'est-à-dire que vous avez toute une histoire des hommes féministes, et Alban Jacquemart vient de publier son livre sur cette question. Donc, il y a
différentes stratégies et la nécessité aussi d'un entre-soi qui est absolument indispensable comme outil politique pour accéder à la mixité. Et puis les résistances, dire l'importance des fantasmes et des projections et des identifications sexuelles dans ce refus de la mixité, vu comme de la promiscuité, vu comme une terreur de l'indifférenciation des sexes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est une terreur qui est partagée par les milieux religieux comme par les milieux laïques et qui va pendant très longtemps marquer l'idéologie républicaine. Et donc, pour peut-être conclure, montrer qu'il s'agit à la fois d'un espace qui sera commun. En même temps, on donne pas les clés, on donne pas, et ce sera le féminisme d'aujourd'hui qui va se poser la question de comment rendre cette mixité effective ou d'élaborer une pédagogie de la mixité. Mais c'est aussi instaurer un espace de neutralisation de genre. C'est-à-dire que ça n'est pas neutraliser le genre partout, où on a parlé ce matin de neutraliser la domination ou les effets de la domination. Par rapport au fantasme de l'hypersexualisation des représentations de genre qui sous-tendent la résistance à la mixité, on s'aperçoit que si aujourd'hui on parle d'hypersexualisation, on est bien en deçà de ce que la philosophie politique ou les débats laissent percevoir de cette hypersexualisation, qu'à chaque fois qu'on prononce le mot femme, on est dans l'érotisation de la question politique qui est posée, et que cet idéal de mixité ou ça a été aussi la possibilité de neutraliser cette hypersexualisation, et ça me semble important d'y revenir parce que ce sera mon dernier mot. Cette hostilité à la mixité, cette hostilité aux acquis des féminismes occidentaux sont un des traits majeurs de tous les conservatismes religieux qui ont réémergé à partir des années 1990 et qui sont multiconfessionnels et qui ont un caractère politique extrêmement fort, puisque c'est la droite américaine protestante, où c'est des courants politico-religieux où on ne peut pas faire la différence entre le projet politique et le projet religieux. Et là, il y a à nouveau mobilisé cette idée d'un fantasme sexuel autour du mélange des genres, du mélange de genres. Voilà. Merci.